Hello, aujourd'hui nous abordons une nouvelle matière rarement rencontrée dans les cours de statistiques et de méthodes quantitatives. Comment synthétiser l'information statistique? Avant d'aller plus loin, répondons à la question du pourquoi. Dans les études quantitatives, plus souvent qu'autrement, on travaille sur des indicateurs à partir desquels les questions du questionnaire sont construites, de telle sorte qu'on se retrouve avec des données disparates et en situation d'hétérogénéité. Si on ne trouve pas une stratégie rigoureuse, on risque de se perdre dans le dédale de l'hétérogénéité avec également le risque de perdre le fil conducteur de l'étude. Une stratégie appropriée consiste à procéder à la synthèse de l'information statistique, une opération qui permet de faciliter l'analyse sociologique et concrètement de vérifier les hypothèses de recherche de façon à répondre aux questions qu'on se pose au départ. Nous disposons essentiellement de deux moyens pour procéder à la synthèse de l'information statistique. Le recodage de variables, la création de variables composites ou indices et la construction de graphiques et de tableaux synthétiques. Il est important de savoir dans le cadre de ce cours que la synthèse de l'information statistique n'est pas une simple opération technique, c'est surtout une opération théorique en ce sens qu'elle permet d'adresser une problématique et doit même être guidée par le questionnement sous-jacent. L'enjeu étant d'être en mesure de conduire une bonne analyse sociologique. Au sortir de ce cours, vous allez vous rappeler les éléments clés d'une analyse univariée, notamment lorsqu'il s'agit de décrire les données d'une variable à l'aide de distributions de fréquences et de pourcentages, ainsi que des mesures de tendance centrale et de variation. Par la suite, nous aborderons quelques éléments de recodage de variables et de création de variables synthétiques avant d'apprendre à illustrer les résultats statistiques de façon tabulaire et graphique. L'analyse univariée consiste à décrire les données d'une variable de façon à traduire ces données en informations compréhensibles, communicables, voire utiles. Justement, l'une des premières techniques dont nous disposons à cet effet est ce qu'on appelle les distributions de fréquences et de pourcentages, qui sont appropriées lorsqu'il s'agit de décrire les données d'une variable en mettant en évidence la façon dont les cas sont distribués, répartis selon les valeurs d'une variable en général qualitative. Les distributions de fréquences et de pourcentages dont les plus rapportés sont les pourcentages, en ce sens qu'ils sont plus faciles à interpréter. Donc, ces distributions répondent à des questions du genre comment se distribuent les données d'une variable selon leur fréquence. Par exemple, quelle est l'opinion des citoyens américains concernant la désobéissance civile? Ici, on veut apprécier l'ampleur de la désobéissance civile chez les Américains. Aussi, la représentativité féminine est-elle en hausse dans les universités sénégalaises? On peut supposer que oui, mais jusqu'à quel point, eh bien, finalement, quelle est la prévalence du risque de décrochage scolaire chez les élèves d'un village enclavé? Donc, il s'agit ici de mesurer l'ampleur du risque de décrochage scolaire. Donc, autant de questions de recherche qui cherchent à décrire les données d'une variable de façon à apprécier l'ampleur, l'importance d'un phénomène social. Certes, les distributions de fréquences et de pourcentages sont appropriées lorsqu'il s'agit de résumer les données d'une variable qualitative, mais elles ont tendance à produire une diversité de fréquences. Étant entendu qu'on peut tenter de vouloir décrire les données à l'aide d'un seul résumé quantitatif. Autrement dit, autour de quel score sont-elles agglomérées les données d'une
variables. Pour répondre à ces questionnements, on utilise les mesures de tendance centrale, dont les plus rapportés sont le mode, qui est le score le plus fréquent, la médiane, le point milieu au-dessus duquel vous avez 50% des scores et en dessous duquel 50% des scores, et finalement la moyenne qui est un peu le score autour duquel tournent la plupart des données. Les mesures de tendance centrale aident à répondre à des questions de recherche du genre quel est le score typique le plus commun d'une distribution. Par exemple, quelle est la famille typique en termes de nombre d'enfants chez les Sénégalais? Si on rencontrait une famille sénégalaise dans la rue, quel est le nombre d'enfants le plus probable que cette famille aurait? Quel est le nombre typique d'heures passées devant la TV chez les Sénégalais? Et finalement, à l'échelle du continent africain, y a-t-il un taux de scolarisation commun, malgré qu'il y ait des différences fondamentales séparant ces pays? Autant de questions de recherche qui s'efforcent de mettre en évidence le score le plus typique de façon à rendre compte de la représentativité d'un phénomène social. Cependant, les mesures de tendance centrale ne disent pas tout. En particulier, elles n'informent pas sur la dispersion des données. Eh bien, pour rendre compte de la façon dont les données sont dispersées et mesurer précisément le degré d'homogénéité d'une distribution, on utilise des mesures de variation ou de dispersion, dont les plus rapportés sont l'écart type, le coefficient de variation et les scores Z. Les mesures de variation répondent à des questions de recherche du genre comment les scores d'une distribution sont dispersés ou quel est le degré d'homogénéité de cette distribution. Par exemple, comment est-il dispersé le nombre d'enfants dans les familles sénégalaises? Nous savons que les Sénégalais appartiennent en général à des familles nombreuses, mais comment effectivement le nombre d'enfants est-il dispersé? Quelle est la variation du nombre d'heures passées sur Internet chez les étudiants de l'IGB? Là aussi, nous savons que les étudiants passent beaucoup de temps sur Internet, mais quelle est la variation du temps passé effectivement sur Internet? Et finalement, à l'échelle du continent africain, comment varie le taux de scolarisation d'un pays à l'autre? Autant de questions de recherche qui aident à mettre en évidence la façon dont les données sont dispersées, de façon à apprécier la variabilité d'un phénomène social. Alors, on va récapituler tout cela et consolider nos acquis en partant d'un problème de recherche concret. En l'occurrence, un sociologue de l'éducation étudie la performance à la terminale. Donc, on travaille sur des notes, sur une base de 20, chez 98 étudiants de sociologie de la L2, UGB. Interprétons chacune des statistiques. Alors, on a ici la moyenne qui est de 12,026. Comment interpréter ici la moyenne? Donc, on dirait simplement que la moyenne est de 12, ce qui signifie que, en moyenne, la note des étudiants tourne autour de 12. Ou bien, on peut dire, eh bien, la note moyenne chez les étudiants de L2 de sociaux tourne autour de 12. La médiane, on dirait que la médiane est égale à 12, ce qui signifie qu'au moins 50% des étudiants ont une note de 12 ou moins, ou bien ou plus. Le mode est égal à 12, ce qui signifie que la plupart des étudiants ont comme note 12 sur 20. L'écart type est égal à 1,26 et donc l'écart type s'interprète en référence à la moyenne. Donc environ 68% des étudiants ont une note moyenne de 12 plus ou moins 1,26. Autrement dit, prenez 12 plus 1,26, vous avez 13,26 ou 13,3. 12 moins 1,3, vous avez 10,7. Et donc, si on prenait par hasard un étudiant, il y a 70% de chances que sa note soit comprise entre 10,7 et 13,3. L'asymétrie, donc le coefficient d'asymétrie étant positif, 1,14, nous sommes en présence d'une distribution asymétrique positivement. Autrement dit, on a une courbe qui tend vers la droite. Le coefficient de kurtosis étant de 4,11, c'est positif,
eh bien, la distribution est leptocurtique, autrement dit, elle est haute. La plage, en fait, c'est l'étendue. Ici, elle est égale à 8,10. C'est la distance séparant la note minimale, qui est de 9,9, à la note maximale 18. Donc, la différence donne 8,10. Le percentile 25, eh bien, au moins 25% des étudiants ont une note de 11 ou moins. Percentile 50 ou quartile 2, ça correspond également à la médiane, donc on vient de l'interpréter, donc c'est la même valeur 12. Percentile 75 ou bien quartile 3, au moins 75% des étudiants ont une note de 12,89 ou moins. Voilà comment interpréter ces différentes statistiques décrivant la tendance centrale et la variation des notes. La variable ici étant essentiellement quantitative, de telle sorte qu'on ne peut pas utiliser les distributions de fréquence et de pourcentage. Si on veut les utiliser, il faut transformer la variable note qui est quantitative en variable qualitative. Autrement dit, il faut regrouper les notes en catégories de façon, par exemple, à obtenir les étudiants passables, autrement dit, les étudiants dont la note varie de 9 à 11,9, les étudiants assez bons, de 12 à 13,9, les étudiants bons à très bons, 14 ou plus. Ainsi, on peut utiliser les distributions de fréquence et de pourcentage. En l'occurrence, 7% des étudiants sont bons à très bons, étant entendu que la plupart des étudiants, effectivement, sont juste assez bons. Donc voilà un peu assez rapidement comment interpréter les pourcentages ainsi que les statistiques descriptives. Après avoir passé en revue quelques éléments de rappel en lien avec l'analyse univariée descriptive, cherchons maintenant à aborder 5 stratégies de recodage de variables, et ce pour des raisons technico-pratiques et théoriques. Au départ d'une étude quantitative, il est souvent nécessaire de recoder les variables avant d'être en mesure de synthétiser l'information statistique de façon à répondre aux questions de recherche. En fait, recoder une variable, c'est préparer les données de façon à les rendre adéquates à certaines techniques statistiques. En particulier, si vous avez une variable quantitative et que vous voulez utiliser les distributions de fréquence et de pourcentage, vous n'avez pas d'autre choix que de transformer la variable quantitative en variable qualitative, autrement dit en catégorie ou en classe, de façon à pouvoir utiliser les fréquences et donc les pourcentages. Mais aussi, recoder, c'est aussi préparer les données de façon à ce qu'elles soient appropriées par rapport à la problématique. L'enjeu, effectivement, c'est de pouvoir répondre à la question de recherche. Autrement dit, le recodage doit être guidé par la problématique en quelque sorte. Finalement, le recodage n'est pas une opération d'analyse statistique proprement dite. Elle est plutôt une opération de traitement des données et donc qui précède l'analyse de données statistiques. En l'occurrence, le traitement des données statistiques est incontournable avant de procéder à l'analyse statistique proprement dite. Une première stratégie de recodage consiste à recoder les variables qualitatives comportant de nombreuses catégories qu'il faut regrouper. L'exemple est donné du niveau de scolarité désiré chez des étudiants. On voit bien que c'est une variable qui est qualitative, comportant 6 catégories. Alors, ici, nous avons beaucoup de catégories. Il faut réduire le nombre, ça c'est 1. Mais aussi, la variable est essentiellement nominale, puisqu'il n'y a pas d'ordre entre L3 sociaux et L3 autres, entre M2 sociaux et M2 autres, entre doctorats sociaux et doctorats autres, de telle sorte que la variable est éminemment nominale. Il est possible de transformer la variable de telle sorte qu'elle devienne ordinale ultimement. Comment? En regroupant par exemple tout ce qui est L3, donc L3 sociaux, L3 autres devient L3 tout simplement, M2 sociaux, M2 autres devient M2 simplement, doctorats sociaux, doctorats autres, doctorat. Ainsi, la variable nominale devient ordinale 1. 2, nous venons de réduire le nombre de catégories de la variable
original, étant entendu qu'on aurait pu dichotomiser une telle variable en isolant ceux qui désirent atteindre le doctorat et en les comparant avec les autres. Alors, il y a d'autres exemples de variables qui souvent nécessitent une telle procédure de recodage, tout ce qui est religion, tout ce qui est région en particulier. Une deuxième stratégie consiste à recoder les variables quantitatives comportant de nombreuses valeurs métriques qu'il faut fusionner. L'exemple est donné du revenu mensuel en francs CFA ou en dollars, peu importe. Donc ici, nous avons des valeurs métriques, une façon d'obtenir une distribution plus informative et effectivement de fusionner les valeurs en classes, de façon à obtenir des catégories. Par exemple, moins de 50 000 francs CFA, groupe 1, 50 000 à 99 999, 100 000 et plus. Ainsi, on obtient une variable qualitative, ordinale, qui permet effectivement d'obtenir une meilleure lisibilité de la distribution, étant entendu qu'on aurait pu également dichotomiser une telle variable. Donc isoler 100 000 et plus et comparer ce groupe au groupe autre. On peut aussi utiliser des seuils statistiques comme la médiane, donc connaissant le revenu médian. Donc tout ce qui est inférieur au revenu médian, c'est le groupe par exemple 0. Tout ce qui est supérieur ou égal au revenu médian, c'est le groupe 1. Sur la même procédure, on peut utiliser les terciles de façon à obtenir 3 groupes ou un écart type au-dessus de la moyenne pour obtenir 2 groupes en l'occurrence. D'autres variables peuvent être traitées selon cette procédure de recodage. L'âge, le nombre d'heures, autrement dit, ce sont des variables qui comportent de nombreuses valeurs métriques. La troisième stratégie consiste à recoder des variables qualitatives à réponse multiple qu'il faut dichotomiser. L'exemple est donné du sujet portant sur l'usage du téléphone. En particulier, supposons qu'on pose cette question au répondant. Quel usage faites-vous du téléphone? Alors, on peut cocher appel, texto, internet, jeux, musique, photo. Et donc ici, le répondant peut cocher plusieurs usages. Eh bien, dans ce genre de situation, il peut être très difficile de traiter les données. Pourquoi? Parce qu'il faut respecter le principe suivant, autrement dit, les catégories d'une variable doivent être mutuellement exclusives. Alors ce principe, on le perd un peu avec les variables à réponse multiple, puisqu'un répondant peut cocher plusieurs usages. Alors une façon effectivement de traiter ces réponses multiples est de créer autant de variables que de réponses en particulier. Donc ici, on va dichotomiser. 1, lorsque la personne a choisi, a coché, appel. 0, lorsque la personne n'a pas coché. Texto, 1, lorsque la personne a coché. 0, lorsque la personne n'a pas coché, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, on isole chacun des usages et on crée effectivement autant de variables que d'usages. De telle sorte qu'on obtient 6 variables codées à chacune 0, 1, 1 étant oui usage, la personne a coché, 0 étant non usage, la personne n'a pas coché. Donc voilà un peu comment traiter les variables à réponse multiple. C'est aussi le cas de variables portant par exemple sur la pratique de sport. Hein, on peut pratiquer du soccer, on peut pratiquer le volleyball, ainsi de suite, et ainsi de suite. La quatrième stratégie consiste à recoder les variables qualitatives à réponse ouverte. Bien vrai que dans le cadre d'un questionnaire, on est souvent en présence de questions fermées, autrement dit de questions à réponse préétablie. Mais il est possible, dans le cadre d'un questionnaire, de formuler des questions ouvertes. Mais dans ce cas, on obtient des réponses ouvertes. L'exemple est donné de cette question posée au répondant. Qu'est-ce qui vous motive à allier études et travail? Nous avons un certain nombre de réponses, mais clairement, c'est des réponses ouvertes. Une façon de traiter ces réponses ouvertes est de lire les données pour déterminer les catégories à retenir. Et en fonction de ces catégories, eh bien,
coder les données textuelles. Alors, on peut utiliser une première approche inductive, autrement dit, on lit les données et on a déduit un certain nombre de catégories, ou bien une approche déductive. Au départ, nous avons une grille catégorielle à appliquer directement aux données, ou y aller avec une approche mixte. Autrement dit, au départ, on a une grille catégorielle qui va évoluer au fur et à mesure de la lecture des données. Quoi qu'il en soit, ici, nous avons retenu 3 catégories qui permettent de coder ce corpus qualitatif. Adversité familiale en rouge, autonomie financière, sociale, esprit d'entrepreneuriat, d'émulation. Voilà comment on va coder les réponses ouvertes dans le cas d'un questionnaire. La 5e stratégie consiste à recoder des variables qualitatives à données atypiques. Autrement dit, des matériaux qualitatifs qui peuvent être étudiés, même si en apparence, on peut considérer que ce sont des données pauvres. Quoi qu'il en soit, ces matériaux, il faut les coder. L'exemple est donné de cette étude de Singli portant sur les annonces matrimoniales. En particulier, ce sont de petites annonces qui sont acheminées dans les journaux de façon à chercher une femme ou bien un homme ou à se marier. Alors, ce sont des données qui en apparence sont pauvres, mais qui sont très riches, puisqu'on peut faire ressortir à travers les petites annonces des manœuvres de séduction. Et donc ici, chaque annonce est considérée comme étant l'unité d'analyse. Il est possible de coder de telles annonces en mettant en évidence des attributs sociologiques comme le sexe, l'âge, le statut socio-économique de l'annonceur, tout en révélant d'autres caractéristiques comme le nombre de mots, en supposant que plus le nombre de mots est important, plus la personne est volubile, la présence d'enfants, ça comporte un enjeu important, la référence économique, morale, physique, voilà, autant d'informations qu'on peut tirer de l'exploitation des annonces et procéder à l'étude sociologique. Aussi, on peut vouloir s'intéresser aux tendances de la recherche sociologique chez les étudiants en analysant les mémoires soutenues de 1995 à 2025. En particulier, ici, chaque mémoire est considérée comme unité d'analyse. L'enjeu étant de faire ressortir en particulier les objets étudiés et les méthodes qui sont utilisées. On peut mettre en évidence les caractéristiques sociologiques comme le sexe, l'année de soutenance, les directeurs et croiser ces attributs avec des variables d'intérêt comme les sujets qui ont été étudiés, la méthode utilisée, est-ce que c'est le quanti, est-ce que c'est le quali. En particulier, l'hypothèse est faite qu'il y a un biais en faveur de la recherche qualitative et que les étudiants utilisent plus souvent la méthode qualitative comparativement à la méthode quantitative. Nous venons ensemble d'apprendre à procéder au recodage de variables. Dans la plupart des cas, on va vouloir aller au-delà d'un simple recodage pour chercher à synthétiser davantage l'information statistique en créant des variables synthétiques. L'enjeu étant de pouvoir passer des indicateurs empiriques à l'indice statistique et être en mesure de répondre aux questions de recherche. La première stratégie à cet effet consiste à créer une variable synthétique par comptage. L'exemple est donné de la pratique de sport. En particulier, parmi les activités physiques suivantes, indiquez celles que vous pratiquez au moins une fois par an. Et donc ici, effectivement, le répondant est amené à cocher les activités qui sont pratiquées. La première étape consiste bien sûr à recoder cette variable de façon à la traduire en variable dichotomique codée 0,1. Une fois qu'effectivement ces réponses multiples sont traduites en autant de variables dichotomiques, eh bien, on compte le nombre d'activités pratiquées par personne. Et donc, il suffit d'attribuer le score 1 à chacune des activités pratiquées, puis de compter au final le score total de chaque individu. Par exemple, un individu qui aura pratiqué la natation va avoir un score de 1, le jogging un score de 1, le soccer un score de 1, la danse un score de 1, autre activité un score de 1. Et donc l'individu aura comme score 5. Par contre, l'individu qui n'aura
pratiquer aucune de ces activités va avoir 0 comme score final. Et donc, on obtient ici une variable sous forme d'indice dont les valeurs métriques possibles sont 0, pas de pratique, 1, une seule pratique, 2, 2 pratiques, 3, 3 pratiques, 4, 4 pratiques et 5. Ce sont les individus qui auront pratiqué les 5 sports. Finalement, il est possible de recoder l'indice sous forme de catégories pour mieux mesurer la pratique de sport en termes d'intensité. Par exemple, de 0 à 1, c'est pratique faible, 2 à 3, pratique modérée, 4, 5, pratique élevée. La deuxième stratégie consiste à créer une variable synthétique par addition ou soustraction. En particulier, souvent, dans les questionnaires, on pose des questions sur le revenu du père, le revenu de la mère, parce qu'on ne peut pas directement obtenir une réponse par rapport au revenu total. Mais une fois qu'on a le revenu du père et le revenu de la mère, il est possible de calculer le revenu familial total. Alors pour ce faire, on applique cette formule, revenu total égale revenu du père plus revenu de la mère. Et donc pour chaque cas, finalement, on additionne les deux revenus. Par exemple, un cas dont le père gagne 50 000 et la mère 50 000 va obtenir comme revenu familial 100 000, autrement dit 50 000 plus 50 000. Et donc le logiciel peut facilement calculer le revenu familial total. De la même façon, dans les questionnaires, de plus en plus, on ne pose pas directement la question sur l'âge des répondants. Alors, on pense que les gens ont tendance à ne pas communiquer leur âge. En fait, la solution consiste à leur demander plutôt leur date de naissance. Et connaissant la date de naissance et l'année de sondage, eh bien, la soustraction permet effectivement d'obtenir, de calculer l'âge. En particulier, âge est égal à année de sondage moins la date de naissance. Et donc, pour chaque cas, on soustrait la date de naissance de l'année de sondage. En particulier, pour une étude qui a lieu en 2025, connaissant la date de naissance d'un individu, par exemple 2000, et donc on prend 2025 moins 2000, et on obtient 25. Donc l'âge de cette personne serait de 25 ans. Et donc le chercheur peut lui-même calculer l'âge, effectivement, des répondants, connaissant la date de naissance ainsi que la date de sondage. La troisième stratégie consiste à créer une variable synthétique toujours par addition, mais ici il s'agit de créer un indice. En particulier, supposons qu'on s'intéresse à la tendance à l'individualisation de l'usage du téléphone portable et qu'on pose aux répondants un certain nombre de questions. Arrive-t-il que le conjoint réponde à votre place? Au cours de la dernière semaine, votre conjoint a-t-il emprunté votre portable? Au cours de la dernière semaine, avez-vous reçu des appels sur votre portable? Finalement, votre conjoint connaît-il le code de votre portable? Et donc, ce sont des variables dichotomiques codées 0, 1. Et donc, première étape, coder les variables 0, 1. 2, vous assurez que le codage va dans le même sens. Par exemple, ici, 1 va dans le sens de l'individualisation. Et 3, vous calculer la somme des scores, étant entendu que les scores finaux vont aller de 0 à 4. Plus le score est élevé, plus on est en situation d'individualisation de l'usage du téléphone. Une quatrième stratégie va consister à créer une variable synthétique toujours par addition, mais cette fois-ci on s'intéresse au risque de décrochage scolaire. C'est un indice qui a été calculé par un étudiant dans le cadre de son étude de cas. Voilà les questions qui s'étaient posées pour mesurer le risque de décrochage scolaire. Absentez-vous fréquemment au cours? Pensez-vous qu'abandonner ces études est une catastrophe? Mettriez-vous un terme à vos études si une opportunité de travail se présentait au cours de l'année? Évidemment, si on devait y aller question par question, il serait très difficile de répondre à la question de recherche en lien avec le risque de décrochage scolaire. Donc, il faut trouver une façon de synthétiser l'information. Eh bien, comment? Autrement dit, comment créer l'indice? Donc, on va s'assurer que les variables sont codées de la même façon. Ici, on a les deux variables qui sont codées 0, 1. Ici, on a toujours 0, 1, mais on a une variable qui est ordinale, en tout cas qui comporte des catégories. Alors, ce qu'il faut faire, c'est dichotomiser cette variable de façon à obtenir les mêmes mesures.
Alors, on a dichotomisé, par exemple, tout ce qui est très souvent, assez souvent, c'est 1, tout ce qui est de l'absentéisme est 0, autre. Une fois que les variables sont toutes mesurées de la même façon, eh bien, on s'assure que ça va dans le même sens. Ici, on veut que ça aille dans le sens du risque de décrochage scolaire. Et donc, 1, ça va être, oui, on s'absente très souvent, assez souvent, donc ça va dans le sens du décrochage scolaire. Pensez-vous qu'abandonner ces études est une catastrophe? Non, hein, non, ça va dans le sens du décrochage scolaire, en tout cas du risque de décrochage scolaire. Mettrez-vous un terme à vos études? Alors oui, va dans le sens du décrochage scolaire. Alors une fois que c'est respecté, le sens unique du codage, eh bien, on peut calculer la somme des scores, étant entendu qu'ici les scores vont varier de 0 à 3. Plus le score est élevé, plus le risque de décrochage scolaire est important. Après, on peut recoder ces valeurs métriques sous forme de catégories. Par exemple, 0, c'est risque de décrochage faible, 1 à 2, modéré, 3, risque de décrochage élevé. La cinquième stratégie consiste à créer une variable synthétique par la division, autrement dit en utilisant le rapport. L'exemple est donné de l'indice de masse corporelle. Là aussi, on ne peut pas directement poser la question aux répondants ou à l'effet de savoir leur indice de masse corporelle parce qu'à coup sûr, on n'aurait pas de réponse. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est de renseigner le poids et la taille en fonction de ces deux variables, calculer l'indice de masse corporelle en utilisant la formule de Kepley. Donc, consiste à prendre le poids en kilos relativisé par la taille en mètres carrés parce qu'effectivement, Kepley a constaté que le poids évolue proportionnellement à la taille au carré chez les individus. Et donc, on applique cette formule, eh bien, on obtient un certain nombre de valeurs métriques, par exemple 15, 17, 20, 40. On peut mieux interpréter ces valeurs en les transformant sous forme de catégories, précisément en les regroupant sous forme de catégories. Autrement dit, moins de 17, c'est situation de dénutrition. Entre 17 et 18,49, on est maigre. Hein? Entre 18,5 et 24,9, normal. 25, 29,9, on est en situation de surpoids. Et bien finalement, 30 et plus, obésité. Ainsi, on obtient une interprétation plus intuitive de l'indice de masse corporelle. Une sixième stratégie de création d'une variable synthétique consiste à utiliser la moyenne. L'exemple est donné de la pauvreté vécue pour laquelle nous voulons calculer l'indice, étant entendu qu'initialement, la variable est mesurée à l'aide de 5 indicateurs, 5 items en utilisant une échelle de type Likert. 0, jamais, jusqu'à 4, toujours. Donc, on s'intéresse au manque de nourriture. À quelle fréquence vous manquez de nourriture, d'eau potable, de soins de santé, de combustion pour la cuisine, d'argent en espèces. Donc, on a 5 variables. Alors, ce qu'on peut faire, c'est de calculer directement la moyenne des 5 variables, de telle sorte qu'on obtienne un indice qui va varier de 0 à 4, autrement dit, qui va un peu reprendre l'échelle des variables originales. Étant entendu qu'on peut recoder la variable quantitative, autrement dit l'indice, de façon à interpréter la pauvreté vécue en termes d'intensité. Par exemple, 0,1 pauvreté nulle, 1,22 pauvreté modérée, 2,2 à 4 pauvreté extrême. Finalement, on peut créer une variable synthétique par combinaison. En particulier, il est possible de combiner deux variables de façon à s'intéresser à leur effet multiplicateur sur un phénomène social. Prenons le temps passé sur Internet. Nous savons que le sexe est associé au temps passé sur Internet. Par exemple, les femmes sont plus susceptibles de passer plus de temps sur Internet que les hommes. Mais cet effet peut être multiplié par l'âge. Autrement dit, lorsqu'on est à la fois femme et jeune, eh bien, le temps passé sur Internet risque de grimper. Alors, comment combiner l'âge et le sexe? L'idée, c'est de combiner les catégories des deux variables 2 à 2. On isole les hommes et les jeunes, donc hommes de moins de 25 ans, hommes de 25 ans et plus, femmes de moins de 25 ans, femmes de 25 ans et plus. Étant entendu que l'hypothèse est que les femmes de moins de 25 ans vont passer plus de temps sur Internet que les autres catégories
sociale. Voilà comment combiner les catégories de deux variables, étant entendu qu'on peut donner un autre exemple, celui de l'effet combiné de l'alcool et de la drogue sur la présence de troubles mentaux. Et donc, on peut isoler les gens qui à la fois consomment de l'alcool et de la drogue parce que cet effet va se multiplier et avoir un effet d'autant plus important sur la présence de troubles de santé mentale. Nous venons ensemble de créer des variables synthétiques au moins de cette stratégie, mais aussi de recoder des variables. Cela nous permet effectivement d'obtenir des informations statistiques pertinentes qu'il faut présenter sous forme tabulaire et graphique. Alors, commençons par les tableaux synthétiques qui sont très appropriés lorsqu'il s'agit d'illustrer les caractéristiques des participants à l'étude. Alors là, on s'intéresse à un travail portant sur le risque de décrochage scolaire. Au départ, les variables d'intérêt sont le sexe, l'âge, la position dans la famille, vivre avec ses parents, la résidence. Évidemment, il n'est pas approprié d'illustrer chacune de ces 5 variables. Par contre, ce qu'on peut faire, et ce qu'a fait en particulier Ndeye dans le cadre de son étude de cas, c'est qu'elle a présenté ce tableau synthétique qui effectivement résume à lui seul toutes les données relatives à ces 5 variables, de telle sorte qu'on a un aperçu, une photographie du profil des collégiens. En l'occurrence, nous voyons qu'il s'agit en majorité de garçons âgés de 14 à 16 ans et qui vivent avec leurs parents. Ici, les variables sont de nature qualitative. C'est pourquoi les pourcentages et les fréquences ont été utilisés. Lorsque la variable est quantitative, eh bien, on utilise plutôt les mesures de tendance centrale et de variation. L'exemple est donné de la performance à la terminale, en particulier de la variable note. On peut avoir une idée sur la note minimale, 9,9, la note maximale, 18, la moyenne, la note moyenne chez ces étudiants, l'écart type 1,3, le coefficient de variation 10,8, autrement dit, prenez l'écart type 1,3 divisé par la moyenne 1000%, vous avez ce qu'on appelle le coefficient de variation, ici qui est de 10,8, étant inférieur à 15%, et donc ici la distribution est plutôt homogène. Ensuite, vous avez l'intervalle de confiance à l'intérieur duquel se situe la vraie note moyenne au niveau de toute la population étudiée. Voilà une façon de présenter de façon synthétique les résultats d'une analyse d'une variable quantitative, mettant en évidence des mesures de tendance centrale et de variation. Il est possible de décrire des données mesurées de façon identique. L'exemple est donné de l'évaluation des incidences socio-économiques de l'intervention d'une entreprise agro-business. Donc, l'évaluation est faite par les villageois. Donc, on a 10 variables d'évaluation. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser un tableau synthétique donc, qui va résumer finalement les points de vue des villageois par rapport à l'évaluation des incidences socio-économiques. Et donc, on voit bien que d'un seul coup, les populations évaluent positivement l'intervention du point de vue de la construction ou réfection des salles de classe, du point de vue de la promotion de l'emploi féminin, du point de vue, effectivement, là c'est plutôt négativement, de l'accaparement des terres du village, mais aussi on voit bien que par rapport à la construction, à la réfection des cases de santé, on est en désaccord, c'est un peu négatif. Relégation de l'agriculture au second plan, là aussi c'est négatif. Donc voilà un peu l'intérêt de ce tableau synthétique, c'est d'aider effectivement à mesurer, c'est d'aider effectivement à avoir un aperçu de la façon dont des variables sont évaluées par les répondants. Alors on peut y aller avec des graphiques, en particulier ici on s'intéresse au changement à la suite du relogement des sinistrés victimes de l'érosion côtière. Donc, on travaille avec 3 variables dichotomiques, codées oui, non. Ce qu'on peut faire, ou ce qu'a fait précisément Evelyne dans le cadre de son étude de cas, c'est utiliser un diagramme en barre verticale.
Autrement dit, ici, on isole seulement les oui, hein, les cas qui ont donné comme réponse oui, de façon, par exemple, à voir que dans l'ensemble, les changements les plus importants qui sont intervenus à la suite du relogement portent sur l'activité économique en particulier. Lorsque les variables sont nombreuses, eh bien, on peut préférer utiliser les barres horizontales. L'exemple est donné ici de la distribution des usages du téléphone. C'est les étudiants. Donc, on a 8 variables dichotomiques. Et donc, ce qu'on peut faire, bien sûr, c'est toujours utiliser les catégories codées 8, en tout cas codées 1, si vous voulez, de façon à simplifier la présentation des résultats. D'un seul coup d'œil rapide, on voit bien que les appels constituent les usages les plus fréquents comparativement aux factures. Autrement dit, le téléphone est très peu utilisé pour payer les factures, en tout cas chez les étudiants. Alors finalement, on peut utiliser ce diagramme en barre lorsqu'il s'agit de procéder à une évaluation sur la base de plusieurs variables pour lesquelles on utilise une échelle ordinale, hein, une échelle de type Likert. Donc on peut empiler chaque barre horizontale selon les catégories de l'échelle de type Likert. En particulier, on voit bien en noir, on est en accord, il y a une bonne gestion des affectations, il y a une réduction des conflits, et en gris, on est plutôt en désaccord, par exemple, bonne application des règles, réduction des conflits, voilà, on est un peu en désaccord. Donc voilà un peu comment représenter graphiquement de telles données portant sur 10 variables d'évaluation d'une intervention. Eh bien voilà, nous venons ensemble d'apprendre à recoder des variables, à créer des variables synthétiques, à construire des graphiques et des tableaux synthétiques après avoir abordé quelques éléments de rappel sur les analyses descriptives. L'enjeu finalement de ce cours est de vous outiller de façon à ce que vous soyez en mesure de mieux traiter vos données, mieux les analyser et présenter les résultats de façon convenable. Merci beaucoup.